la justice peut mettre 3 jours pour condamner un injuste autant pour moi, et des années pour retrouver le coupable. Et cette citation qui vient d'un sage, Mahdi, montre justement l'état de notre justice. Plus d'un mois après l'assassinat de Martinez Zogo, on a vu toutes les lenteurs de notre justice qui balbutient. Et pourtant, lorsqu'il fallait ou lorsqu'il faut arrêter les petits bandits au quartier, ceux qui n'ont jamais rien fait, eh bien tout de suite, on voit la justice agir. La justice les mettre hors d'état de nuire. Parce que là-bas, il n'y a pas de présomption d'innocence. Il y a seulement la présomption de culpabilité. Et du coup, nos prisons sont remplies d'innocents, attendant le jugement qui ne viendra jamais parce qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir obtenir justice. Une justice qui cependant est sous la férule de l'exécutif. Aujourd'hui, on est encore à se poser des questions. Alors que les évidences sont là, Martinez Zogo a été assassiné. On a retrouvé le corps. C'est une évidence. Et puis, un monsieur est passé aux aveux. Le lieutenant-colonel, nommé par Paul Biya, Justin Danoué. Faut-il le signaler? Justin Danoué a porté la médaille décernée par Paul Biya le 20 mai 2021 des chevaliers de l'ordre de la valeur. Paul Biya a donc reconnu la valeur de cet homme. Et cet homme s'est mis à table. Lorsqu'il a été pris, il a pris son stylo. Il a écrit, reconnaissant ce qu'il avait fait, dénonçant tout ce qui était avec lui, tout ce qui faisait partie du commando. Il a bel et bien cité son propre patron, à savoir Maxime Ekweko, patron de la DGRE. Il a décrit le mode opératoire. Et il n'était pas seul, puisque d'autres éléments du commando ont été pris et sont aussi passés aux aveux, décrivant la même chose. Les similitudes sont là. Tout est là. Mais curieusement, malgré ça, parce que c'est un officier supérieur, nommé par Paul Biya, donc jouissant de toutes ses capacités. Certains ont voulu nous faire croire qu'il était devenu un déséquilibré parce que racontant des choses comme un lunatique, se contredisant ou se marchant sur ses propres plates-bandes et surtout oubliant ce qu'il avait déjà eu à dire auparavant. Et puis, on a eu une bataille d'avocats, se taclant, se contredisant et surtout cherchant à tirer chacun la couverture de son côté. Sauf que dans toute cette bataille, aucun de ces avocats, que ce soit Maître Mouni, qui est l'avocat de Danoué, ou encore Maître Tchungan, qui est l'avocat de Jean-Pierre Amouk-Belinga, du colonel Nsoué, ou encore de Bruno Bidjan, et autres.
Personne, je dis bien personne, pendant la conférence de presse ou le point de presse, n'est venu nous dire que son client était innocent. Personne n'a osé nous dire que tout ce qu'on était en train de dire était des inventions drôlatiques. Personne n'est venu nous dire que c'était des histoires inventées de toutes pièces pour culpabiliser Jean-Pierre Amougou Belinga, ou encore son beau-père, ou encore Danoué, ou encore le patron de la DGE qui, curieusement, reste dans un mutisme bon à loi. Cela veut donc dire, à la première conclusion, que chaque avocat reconnaît que son client est de près ou de loin concerné dans l'assassinat de Martinez Zogo. Et du coup, les artifices ont été créés où chacun venait vous parler tantôt de la devise de procédure, tantôt de tel élément pour essayer de vouloir nous mener en bateau pour que la corde soit tirée et pour qu'on se perde finalement et que le peuple se démobilise. Sauf que, bien évidemment, dans cette façon de vouloir nous entraîner dans le flou, le peuple camerounais et même la communauté internationale n'a pas eu à lâcher prise. Et c'est pour cela que c'est ce peuple à qui on doit d'abord dire merci. Félicitations à vous. Parce que sans vous, on les aurait immédiatement relâchés du coup dans la nature parce qu'on connaît déjà ce qui se passe souvent. Sans vous, sans les activistes qu'on va aujourd'hui montrer qu'ils sont inutiles, sans les journalistes et sans toutes ces fourmis maniants, on aurait pu nous dire que, écoutez, ce monsieur c'est un fou, et puis il n'y a jamais eu de crime, basta. Mais cette fois-ci, le peuple a tenu et tient son rôle, à savoir, justice doit être rendue à Martinez Zogo et que les auteurs et commanditaires soient punis. Le peuple n'a plus besoin qu'on vienne lui sortir quelques artifices superfétatoires pour qu'il puisse se contenter de ces petits ingrédients alors qu'aujourd'hui, le repas est servi. Eh bien, ce repas que je vous annonçais, c'est celui qu'on voit aujourd'hui au niveau du tribunal militaire. Et certains ont voulu vous faire comprendre que l'enquête prescrite par Paul Biya devait être reprise à zéro. Mais mon ami, mais tiens, comment peut-on reprendre une enquête à zéro alors que Paul Biya a prescrit une enquête? Tout le monde a vu la lettre. Où est la lettre où Paul Biya demande qu'on reprenne l'enquête à zéro? Reprendre l'enquête à zéro veut dire qu'on repart d'abord avec Jean-Pierre Amougou Belinga chez lui, et puis on repart avec le cadavre de Martinez Zogo, là où c'était posé. Après, on repart avec Bruno Bidjang à tel ou tel endroit. C'est ça, reprendre donc l'enquête à zéro. Et puis pour reprendre l'enquête à zéro, il faut renommer une commission en disant à partir de cet instant, tel ne fait plus partie de cette commission mixte, tel ne fait plus partie, on recommence, on désigne donc de nouveaux enquêteurs. On ne peut pas dire aux enquêteurs qui étaient déjà là, qui avaient déjà fait des auditions, qui avaient déjà tout fait, on leur dit que non, vous reprenez cela à zéro. Mais on dirait qu'on est à l'école primaire. C'est à l'école primaire. Comme vous dit, la maîtresse vient dire que, oh là 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 là, toi là, Toto, vraiment tu as la tête de Toto, tu ne prends tout à zéro. Qu'est-ce que tu as écrit là? Tu confonds A à O, allez, zéro. Après, l'autre, non, Mimi, qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu vas faire tes Mimi là, à gauche, non, zéro, tu reprends à zéro. C'est comme ça reprendre à zéro. Mais, dans ce qu'on appelle le complément d'enquête, comme je le disais, ça voulait dire qu'il y avait déjà un repas bien servi. Il ne restait plus que des
complément. C'est-à-dire que le congrès étant là, la sauce jaune étant là, le coq étant là, la sauce d'arachide étant là, et bien sûr aussi le mbongo chobi étant là, l'ondolé étant là, le commissaire du gouvernement a donc dit aux enquêteurs, mais les gars, vous voulez que les manger, c'est avec quoi? Il reste encore quelque chose. Apportez-moi le bâton de manioc. Ah, vous dites que je suis monsieur Manioc. Oh, d'accord. Apportez-moi Rémi Manioc. Apportez-moi maintenant le tarot. Apportez-moi ensuite les bâtons. Apportez-moi ceci. C'est ce que ça voulait dire donc. Complément d'enquête. Complément de sauce. La sauce Ambobelinga et compagnie, qui était déjà d'ailleurs cuite. Fallait-il chercher beaucoup plus loin, alors que tous les témoignages et des éléments compromettants étaient là? Faudrait-il attendre Jésus-Christ pour venir nous dire que tel est innocent, alors que même celui qui a été tué avait déjà fait son testament? Martinez Zogo, Jean-Pierre Amoubelinga et lui, Paul Montazé, veulent me tuer. Et puis, celui qui a réalisé l'opération a dit que oui, j'ai exécuté. Jean-Pierre Amoubelinga est venu et a passé le téléphone à Laurent Esso. Et dans ce qu'on appelle dans ce complément, il fallait bien aussi auditionner Laurent Esso. Sauf que pour l'instant, il faut plutôt sauver le soldat Laurent Esso. Et en voulant sauver le soldat Laurent Esso et compagnie, c'est-à-dire sauver le gouvernement, on commence donc à nous faire des jeux de jambes épileptiques, des génuflexions pour que nous perdions notre concentration. On commence donc à faire la prolongation de l'enquête pour qu'on ne sache plus exactement quelles sont les personnalités qui sont véritablement impliquées, afin que nous nous perdions dans des affirmations et contre-affirmations, afin qu'on mette également ceux-là qui ont été payés pour venir faire la contre-communication, la désinformation, l'intoxication, afin que la population puisse douter de nos informations. Voilà de quoi est-ce qu'il a été question pendant plus d'un mois, parce que le gouvernement cherchant une porte de sortie. Et cette porte de sortie, bien sûr, beaucoup ont commencé à applaudir. On applaudit, nous disant que vous aurez honte. Beaucoup ont dit que tel, parce qu'ils connaissaient tel procureur, connaissaient tel ou tel ministre, eh bien, les autres étaient tellement innocents qu'ils allaient être blanchis. Mais aujourd'hui, on sait que on ne peut pas rester au CED 2 semaines, 2 jours ou 3 jours pour rien. Alors qu'on est un patron de grandes chaînes de télévision et qu'on crie « Vive Paul Biya ». On ne peut pas être innocent et être dans une cellule pendant 3 semaines alors qu'on est le patron de renseignement. Cela veut dire qu'il y avait bel et bien ces éléments. Et parmi ces éléments qui manquaient, il y avait bien sûr ce qu'on appelle la partie civile, puisque c'est le ministère public qui est concerné, qui poursuit les coupables ou présumés coupables. Mais surtout, la femme ou la compagne de Martinez Zogo avait porté une plainte, bien évidemment, en bonne et due forme, au niveau de la justice camerounaise. Et cette plainte n'avait pas été prise en considération par les enquêteurs de la commission mixte. Eh bien, il fallait donc entendre Diane Zogo, qui d'ailleurs avait révélé qu'elle-même elle était menacée, puisque vous avez pu constater que justement sa voiture avait été cassée lorsqu'elle voulait souvent sortir, parce qu'on sait bien évidemment qu'elle peut avoir un témoignage important. Elle a quand même connu Martinez Zogo.
et connaît beaucoup de choses que son compagnon ou son mari lui disait souvent sous l'oreiller. Mais on ne l'avait pas entendu. On s'est dit, bon, on balance d'abord comme ça, parce que cela était dans une préoccupation, à savoir qu'il faudrait que l'enquête soit légère. Et comme ça, Jean-Pierre Amougou-Bellinga et tous les autres, les avocats vont venir, ils vont regarder ça comme ça, ils vont dire, oh, ça, il n'y a pratiquement rien, allez, on jette ça dans la poubelle, allez, liberté, et il ne vaut rien. Et après, il va même demander que l'État du Cameroun doit le dédommager parce qu'il aurait perdu tel nombre de milliards et que sa réputation a été entachée. Et finalement, on va le libérer. Et d'ailleurs, avant de le libérer, faut-il dire que le 21 janvier, alors que de forts soupçons pesaient sur lui, alors que j'étais en train de crier, lui, le 21 janvier, voulait bien sortir du Cameroun. Mais heureusement, j'avais donné l'alerte. Et aussi avec votre mobilisation, on n'a pas laissé qu'il parte, qu'il s'enfuit. Comme vous avez vu l'autre bandit de Parfait-Sim qui s'est retrouvé justement à Bangui alors qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt. Jean-Pierre Amougou-Bellinga et les autres ont donc bénéficié de beaucoup de faveurs alors que tous les éléments compromettants étaient bel et bien là. Et comme je le disais, eh bien, la femme de Zogo, la femme de Martinez Zogo, a pu témoigner. Après cela, il fallait aussi entendre cela, à savoir le chef supérieur des Bogo III, qui lui aussi a fait sa déposition. Sans oublier qu'il y avait aussi d'autres témoins clés. Comment comprendre que Martinez Zogo ait été enlevé devant une gendarmerie et que le commandant de brigade ne soit pas entendu? C'était un élément clé. On l'a donc convoqué et il a aussi été entendu. Ceci veut donc dire que tous ces éléments réunis font déjà que presque l'enquête, comme je l'ai annoncé, était presque bouclée. Mais bien évidemment, c'est une enquête tentaculaire, puisque je ne peux pas vous dire, pour l'instant, et d'ailleurs, je serais présomptueux de vous dire que tout est complètement bouclé, puisqu'il y a plusieurs sous-enquêtes dans cette enquête mère, puisque je vous ai parlé de beaucoup d'éléments qui regardent le côté sécuritaire, le côté de l'assassinat, sans pour autant oublier le côté de blanchiment d'argent, puisque si Martinez Zogo est assassiné, il faut regarder le mobile. C'est parce que justement, il était en train de mettre à nu, de dénoncer les prévaricateurs, les détourneurs, les pilleurs de la ligne 94, de la ligne 65 et de la ligne 57, cela qui même, non seulement faisait des marchés fictifs avec le sommet de l'État, mais surtout ne payait pas les impôts. Martinez Zogo avait donc commencé à déballer cela. C'est pour cela que je dis que l'enquête de Martinez sur l'assassinat de Martinez Zogo aura plusieurs volets. Et parmi ces volets, nous sommes d'abord sur le volet de l'assassinat. Et concernant le volet de l'assassinat, eh bien, un élément est venu s'ajouter où on nous a parlé du téléphone de Jean-Pierre Amougou-Bellinga. Le téléphone de Jean-Pierre Amougou-Bellinga est devenu un élément clé. Ou bien sûr, on nous a révélé que, selon les confidences du journaliste d'Equinox, que je salue, Guy Zogo, pour sa témérité, que ce téléphone a été récupéré entre les mains d'une cousine de la femme du chauffeur de Jean-Pierre Amougou-Bellinga. Et bien sûr, dans ce téléphone, beaucoup d'éléments ont été découverts. Mais vous savez, je suis journaliste d'investigation. Et je suis quand même ahuri qu'on me dise que d'ici
20, 30, 32 jours après l'assassinat de Martinez Osogo, que ce soit maintenant qu'on découvre le téléphone de Jean-Pierre Amogo-Belinga. Je suis surpris parce que non seulement j'avais déjà décrit beaucoup de choses sur l'assassinat avant qu'il ne puisse avoir lieu, mais surtout, j'avais demandé aux enquêteurs d'aller à l'immeuble Ekan pour essayer de chercher. Et je leur ai d'ailleurs dit qu'il y avait 2 tours jumelles, dont une finie et l'autre qui n'était pas finie, et d'aller vers ce côté-là. J'avais demandé qu'ils utilisent un matériel scientifique pour pouvoir déterminer au moins des endroits où il y avait des gouttes de sang. J'ai été surpris que les enquêteurs aient attendu une semaine, 10 jours, 15 jours pour aller finalement à l'immeuble Ekan. Je suis quand même surpris que nos enquêteurs, l'État du Cameroun, ne puissent pas trouver un téléphone perdu ou un téléphone caché. Ou que ce soit plutôt au moment où on demande le complément d'enquête, qu'on vienne nous parler du téléphone de Jean-Pierre Amogo-Belinga qui aurait pu être exploité depuis le début de l'enquête. Puisque c'est par là que l'enquête commence. Et non par là que l'enquête finit. Comment on peut expliquer cela? Je peux vous dire une chose. Nous avons au Cameroun ce qu'on appelle l'antique, qui peut, sans même avoir ton téléphone, le débloquer et savoir ce qui s'y passe. Aujourd'hui, quelqu'un est capable, dans les services secrets, de lire les messages de quelqu'un d'autre qui a 6000 km. Je suis quand même surpris que la police camerounaise, la gendarmerie camerounaise, tous les services de sécurité connaissent très bien quels sont les 2 opérateurs du Cameroun, Orange et MTN. Même si on ne connaît pas le numéro d'Amogo-Belinga, on serait parti chez cela, se renseigner pour ce numéro de téléphone. Comme moi j'ai pourtant les 2 téléphones, et il faudrait que les enquêtes nous expliquent cela. Le premier téléphone de Jean-Pierre Amogo-Belinga, c'est le 6 94 32 68 39. Je reprends le premier numéro de téléphone de Jean-Pierre Amogo-Belinga. Le 6 94 32 68 39. Le deuxième téléphone de Jean-Pierre Amogo-Belinga, c'est le 6 77 64 17 23. Chers policiers, chers gendarmes, vous voulez me dire que parce qu'on avait enlevé la puce du téléphone, vous n'avez pas pu l'identifier? Mais il y a plusieurs façons de localiser un téléphone. Vous pouvez utiliser des trucs comme Google. Vous pouvez trouver iCloud. Vous pouvez utiliser Lookout. C'est-à-dire que vous n'avez pas moyen, vous n'avez pas à utiliser de très très grands moyens scientifiques pour localiser un téléphone comme fait main mobile. Hein? Vous pouvez utiliser ça. Il y a Cerberus. Vous voulez? Mais je ne comprends pas. Where is my Android? Pourquoi vous n'avez pas utilisé ça?
téléphone est caché quelque part au Cameroun. Ce n'est pas que le téléphone a voyagé. Hein. Le téléphone est au Cameroun. Et vous nous dites que vous avez attendu que la cousine de la cousine de la cousine de l'arrière-cousine de la tantine de la cousine de la du chauffeur de l'autre. Hey! Que c'est lui, que quand elle a donc mis la puce. Encore que je me demande, en mettant cette puce-là, est-ce que la fille là avait le code PUC? Je ne comprends pas. Pour directement, parce que quand même, quand on prend les mobiles comme ceux de Amokobelinga, là, c'est compliqué. Bon, peut-être qu'on est allé avec ça au niveau de, je ne sais pas. Peut-être avenue Kennedy. Bon. Ce qui m'impressionne, c'est que chaque téléphone a ce qu'on appelle l'IMEI. C'est en anglais. Mais c'est un numéro qui est comme le numéro de portable auquel on peut identifier. C'est collé au téléphone. C'est comme l'immatriculation. C'est comme le numéro d'immatriculation d'une voiture. Chaque téléphone a ça. Donc, on appelle ça en anglais International Mobile Equipment Identity. Donc, c'est relié à l'appareil. Je ne comprends pas. Comment vous n'avez pas pu réussir l'exploit à localiser ce téléphone depuis? Alors, je vous dis. Le téléphone de Jean-Pierre Amokobelinga, comme vous le découvrez aujourd'hui, vous êtes parti le prendre chez lui. Oui, peut-être qu'il avait déjà pris les dispositions en donnant le téléphone. Déjà, je peux vous garantir une chose. Tout ce que Jean-Pierre Amokobelinga fait, il enregistre. Parce que beaucoup ont dit que non, quand tu as déjà fini de tuer quelqu'un, tu jettes, tu casses le téléphone. Mais non! C'est pour ça que le serveur est en train de parler. Parce que tout ce que Jean-Pierre Amokobelinga fait, c'est pour tenir toute la coterie, pour tenir toutes les personnalités. Cela veut dire que quand tu fais quelque chose, il t'enregistre pour qu'il ne tombe pas seul. C'est pour ça que l'enquête est au ralenti. Ces gens ont récupéré le téléphone de Jean-Pierre Amokobelinga. Ils savaient ce qu'il y avait dedans. Mais entre-temps, ils ont découvert que il y avait les noms des membres du gouvernement. Il y a le nom de Laurent Esso avec des communications. Il y a le nom du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Tout est dedans. Et il y a Ngonda Yolo, le directeur du cabinet civil, dedans. Et il y a Aivo, dedans. Bref, et il y a beaucoup de membres du gouvernement dedans. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque Paul Biya est au courant de ça, c'est pour cela qu'il délègue. Il demande à Ngongo d'éteindre rapidement l'affaire. Parce que tout le gouvernement risque de tomber. Parce que Jean-Pierre Amokobelinga les a toujours tenus par le chantage. C'est pour ça que personne n'ose parler devant lui. Vous avez pu constater les audios. Et d'ailleurs, le serveur devrait parler depuis fort longtemps. Puisque le serveur, même si vous effacez, le serveur, ce n'est pas seulement le Cameroun. Mais même ici, on peut écouter ce qu'il y a dans un serveur, puisque le serveur n'est pas fabriqué par le Cameroun. Mais en réalité, les membres du gouvernement étant impliqués, et particulièrement Laurent Esso, on demande donc à Ngongo d'éteindre l'affaire. C'est pour cela que Ngongo va rencontrer non seulement le délégué général de la Sûreté nationale, mais également celui qui est chargé au CERF Galax et Touga
Il faut sauver le gouvernement. Ils prennent donc le temps de pouvoir effacer ce qui nuit à Laurent Esso, ce qui nuit à Paul Moutazé, le neveu de Biya, ce qui nuit à Mondayolo, le directeur du cabinet, ce qui nuit au directeur de la sécurité présidentielle. Boum! À partir de là, ils disent, maintenant les gros poissons sont sauvés. Vous voyez subitement Laurent Esso qui réapparaît. Il n'est plus en lunettes noires, mais étant déjà gaillard, parce qu'il sait que tout ça là, on va laver l'affront. Lorsque ce sera au niveau du tribunal militaire, on va dire, n'a rien à voir, n'est pas concerné. Et bien sûr, on va limiter ça à des délires du directeur des opérations de la DGRE. Et puis peut-être quelques petites accusations à Jean-Pierre Belinga, dont ils savent que par la suite, ils vont faire qu'il fasse appel et qu'il se retrouve blanchi complètement. On aura trompé le petit peuple. Le petit peuple serait tombé dans la nasse. Le petit peuple serait tombé pieds et poings liés. Ils nous auraient joué. C'est pour cela qu'ils viennent avec l'histoire des téléphones aujourd'hui. Parce que c'est avec ça que les avocats vont se servir. Leurs avocats, les avocats de Jean-Pierre Belinga, c'est avec ça que les avocats de Danoué vont se servir. C'est avec ça qu'on va vous prouver que, eh bien, aucun membre du gouvernement, et voir Jean-Pierre Belinga n'y était pour rien. Martinez Zogo, certainement, est parti boire la ratadaille. Il est parti mourir quelque part et les rats l'ont déshabillé, ont enlevé ses chaussures, ont enlevé ses cheveux, ont fait ceci et cela. Basta. Voilà le blanchiment, mode opératoire. Et on balance ça. Ceci, lorsqu'on est journaliste et qu'on fait des investigations, on tombe toujours sur ce coup. Moi, je suis expérimenté. Ces gars-là, pour vous donner une telle information, comme celle à Gizogo, c'est comme l'appât qu'on accroche sur la maçon. Tu crois? Parce que tu es convaincu que ton informateur a la bonne information. Mais en fait, ton informateur lui-même a été manipulé. Et on veut que tu donnes cette version. C'est une version qui va faire que les autres soient lavés beaucoup plus tard. Vous comprenez donc cette machination avec aujourd'hui l'histoire du téléphone. Nous sommes dans un cas où chacun peut dire que, mais attendez, Yaoundé, on a vu ce qu'on appelle les caméras de surveillance chez des voisins, dans d'autres petites entreprises aux alentours. Et on se rend compte que Danoué était bel et bien aux alentours de l'immeuble et quand on se rend compte que on a bel et bien utilisé un véhicule de la DGRE. Et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? On commence à vous dire que non, en fait ce n'est pas le véhicule de la DGRE, c'est que le véhicule de la DGRE là, bon, les voitures étaient achetées à Camry, l'autre à Tracfa, l'autre à Sopa, l'autre à Sapa. Non, en fait, les voitures là, après Danoué, Justin est parti lui-même acheter ça aux enchères. Hey! Il est parti acheter aux enchères. Chez qui? Le véhicule de la DGRE, il va acheter ça aux enchères. On dit non, ça n'appartient plus à Eco, ça appartient aux enchères. Qui s'appelle enchères? Donnez-nous le nom du monsieur qui s'appelle enchères au Cameroun. Où Danoué est parti acheter un véhicule de la DGRE. Tout ça parce qu'ils veulent démontrer que non, c'est un cas isolé. Il a donc fait une opération pour venir finalement nous raconter des histoires comme ça. Mais attention, lorsqu'on vous sort cette histoire de véhicule pour dire que Eco n'a rien à voir, on vous dit que non, Bruno Bidjang n'avait envoyé qu'un SMS. Donc pour un SMS, on est directement mis en cellule pendant des jours, pendant des semaines.
pour un SMS. Si ce n'est que pour les SMS, hein, on va mettre tout le Cameroun en cellule. On essaye donc de vous montrer que les gens là se retrouvent en cellule de façon innocente. Parce qu'il y a un complot contre eux. Parce qu'ils sont riches. Parce qu'ils ont la meilleure télé. Parce qu'ils ont le meilleur immeuble de toute l'Afrique centrale. Au nom de tout le continent noir. Parce qu'ils sont les meilleurs milliardaires. Et parce qu'ils sont les plus beaux. Et du coup, vous tous là, vous êtes des jaloux. Ah, que c'est beau de dire cela. Mais en réalité, tout ça entre dans la machination pour essayer d'enlever le peuple du chemin de la vérité vers le chemin de la distraction. Et quand on parle du chemin de la distraction, eh bien, les femmes même, on les met en jeu. Ah oui, dans tous les bals masqués, dans tout ce qu'on peut appeler la corrida, les femmes apparaissent toujours avec des petites jupes rouges. Elles viennent toujours tourner les reins. C'est pourquoi? C'est pour la distraction.